Qu'est-ce qu'un classique ? La réponse est hyper simple et à la fois complexe. Un classique, c'est une œuvre artistique faisant office de référence dans son domaine culturel. Pour ça, l'œuvre doit répondre à 5 questions. Est-ce que ça vieillit bien ? Est-ce qu'il y a un consensus de la critique sur cette œuvre ? Est-ce que c'est précurseur dans son domaine ? Est-ce que ça pose les bases de quelque chose qui sera une référence plus tard ? Et enfin, même si c'est discuté, est-ce que ça a eu un succès commercial ? En gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça signifie 2 choses. La première, c'est que je sais lire sans trop de problème un article Wikipédia. La deuxième, c'est que si aujourd'hui on crie au classique pour tout et n'importe quoi, la véritable appellation classique demande de réunir des paramètres quand même assez difficiles à avoir. Et je sais pas vous, mais moi les classiques, j'adore ça. Pour beaucoup d'albums de rap français ou américains, ça me fait vraiment l'effet d'une Madeleine de Proust. Et ça me remémore un tas de souvenirs, comme la première fois que j'ai entendu Opéra Puccino et que j'ai failli chialer sur la moitié des titres, ou le jour où je me suis pris de Médine et que j'ai décidé de partir à Damas pour... Ouais, non, laissez tomber cette histoire en vrai. Du coup, j'ai décidé de faire une série de vidéos dans lesquelles on va revisiter des classiques du rap français, de comment ils ont été créés à l'influence que ça a eu ensuite. Aujourd'hui, on commence en douceur avec un album qui me tient vraiment à cœur parce que c'est en l'écoutant que j'ai commencé à vraiment kiffer le rap français. Donc respirez bien fort, écartez les Aujourd'hui, on parle de Doc Gynéco et de sa première consultation. Quand je disais écartez vos en fait, c'était genre une métaphore parce que Doc Gynéco, gynécologue, tout ça. Donc remets ton pantalon frérot s'il te plaît. Du rap pour les connaisseurs, pas pour les gros lécheurs. Facile. En solo, on donne tous un truc différent. Mais c'est toujours l'esprit. T'es le plus cool de la bande, toi. Peut-être que j'ai moins souffert. Peace, love and having fun. Telle était la devise du hip-hop quand ça a été importé en France à la fin des années 80. Et il y a un truc qu'on dit pas souvent, mais le rap, quand c'est arrivé au début, en vrai c'était mignon. Ça dansait, ça taguait, ça rappait, c'était souvent engagé, mais genre gentil. Puis sous l'impulsion d'un rap à la fois très revendicatif mais aussi hardcore initié aux USA par des Public Enemy ou encore NWA, dès 1991 en France débarque un groupe pas vraiment comme les autres, le Ministère Amer. Composé de Passy, Stomy Bugsy, Ahmed Daï, Moda et plein d'autres. Et s'il y a bien un truc qui les différencie des autres groupes de rap et leur délire Peace, Love and Having Fun, c'est que le Ministère Amer, ils essayaient pas d'avoir l'air gentils. Ils sont pas peace parce que c'est que des gazaf. Ils lovent personne à part leur bande et leur quartier et ils ont pas le temps for having fun parce que la vie, elle est trop dure. Tu tolères que ton peuple se terre dans la misère, récupère les biens monétaires pour te satisfaire. Ah, je t'amène. Vulgaire et le caractère de mon ministère, j'espère. Ouh là là, c'est la décadence. Eux, le hip-hop, ils en ont un peu rien à foutre. Le tag, les DJ, la danse, c'est pas trop pour eux. Bref, c'est vraiment les premiers à assumer leur côté à la fois très rue et à la fois artiste. En 1991, le Ministère Amer clip leur premier morceau, Traître. Et si vous vous demandez pourquoi je parle autant du Ministère Amer, c'est très simple. C'est parce qu'on va faire un arrêt sur image dans le clip, très exactement ici. Le mec en costard qu'on entrevoit une fraction de seconde dans le clip du Ministère Amer, c'est Bruno Bossir. Bruno, c'est un petit de Porte de la Chapelle. La particularité de Bruno, c'est qu'il traîne à longueur de journée avec des mecs du ministère qui, eux, sont du côté de Sarcelles. Sauf que Bruno, il rappe pas. Il clippe pas non plus, il chante pas, il danse pas. Non, juste il traîne avec eux. C'est son métier à plein temps. Et à 20 ans, il kiffe ça de malade. Mais il kiffe aussi beaucoup les femmes, ce qui lui vaudra le surnom de Doc Gynéco. Admiratif de sa bande, il les suit de partout, sur les scènes, sur les clips, en studio, il se nourrit vraiment du succès petit à petit, grandissant de sa bande, tout en étant spectateur de tout ça. Son admiration le poussera à écrire des petits textes discrètement, par-ci par-là, sans vraiment assumer. On pourra d'ailleurs notamment l'entendre poser la première fois dans un freestyle sur Radio Nova en compagnie de Passy et Stomy Bugsy. D'ailleurs, entre chaque passage, le trio scande un refrain improvisé sur le coup qui vous dira sûrement quelque chose. Je suis en place, est-ce que ça le fait? Ouais, faut que ça le fasse, je suis en place. Laisse-moi passer, je suis giré, je suis fonce D. Laisse-moi donner, c'est à moi de rapper. Je suis le Doc Gynéco, je suis le mec en que faut. Le mec à la deux mots dont elles sont toutes accrochées.
acrobate. À l'époque, le Mystère Amer enregistrait leur deuxième album, et à un moment donné, à chaque fin de session d'enregistrement, le jeune Bruno avait pour habitude de demander au producteur du Mystère Amer de le laisser enregistrer quelques bricoles le soir. Du coup, il lui disent ouais, en pensant que c'était juste un kiff comme ça, sans grande ambition. Et c'est comme ça qu'il passera des nuits blanches tous les jours au studio, à enregistrer, à tapoter sur des machines, pour se retrouver quelques mois plus tard avec une maquette d'album. Dans ma rue, pour communiquer, il faut être trilingue et faire attention quand on marche sur des stringues. Se méfier des dingues qui sortent leur flingue. Dans ma rue, les péripatéticiennes craquent pour du crack. Les papiers les réveillent en leur mettant des claques. Et là, ce qui se passe est assez surprenant et surtout inédit. Le doc envoie la maquette de ses enregistrements nocturnes à un mec de chez Virgin, la maison de disques, et ces derniers décident non seulement de le signer, mais aussi de produire son album avec un budget faramineux d'un montant de 1 million de francs. Ce qui représente... Attendez, je demande à mon père, je reviens. « 200 000 € à peu près. Bref, pour un mec sorti de nulle part et qui a aucun morceau à son actif à part un feat sur l'album de ses potes, et si aujourd'hui avec 200 000 € vous avez à peine de quoi payer le mix et un clip en slip, à l'époque on pouvait faire beaucoup de choses. Et par beaucoup, j'entends vraiment beaucoup. Comme par exemple prendre un avion, aller à Los Angeles, choisir les meilleurs musiciens du moment, les faire jouer en live avec des putains d'instruments ultra chers qui puent le groove, tout ça sous la direction du producteur et ingénieur du son de Whitney Houston et des mecs qui ont taffé avec Dr. Dre. Et ça tombe bien parce que c'est exactement ce que Doc Gynéco va faire. Et dans son processus créatif, il va casser doublement les codes. Déjà, au milieu des années 90, le rap français est tourné quasi exclusivement vers le rap new-yorkais. Mais Doc Gynéco fait le choix de s'inspirer plutôt de la vibe californienne, avec des couleurs très chaudes, bref, de la G-Funk, à l'époque grave en vogue aux USA, notamment grâce à Snoop Dogg. Ensuite, le Doc, il trouve que le rap c'est cool, mais au final c'est rien d'autre que du playback instrumental. C'est-à-dire qu'il y a une prod et le rappeur pose sa voix dessus. Et lui, il veut pas ça, il veut que sa voix fasse partie du tout. Donc il enregistre l'album entièrement à Los Angeles et tout ça avec les musiciens qui jouent de leurs instruments. Il n'y a aucune instru dans l'album. Ce qui donnera à l'album un côté très musical, très doux, mais surtout un niveau de mastering qu'on avait là aussi pas l'habitude d'entendre à l'époque. Les dés sont lancés, l'album est enregistré. Pas grand monde ne croyait en ce projet, à part des mecs de chez Virgin. Pour vous dire, même les gars du Mystère Amer étaient moyennement chauds d'après Doc Gynéco. Ils y croyaient pas trop. Mis à part un feat avec Passy et un texte écrit par Stomy Bugsy, l'investissement du Mystère Amer sur l'album est quasi nul. Bref, l'album sort et... Merci à vous, on poursuit avec Doc Gynéco. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour, monsieur. Ça baigne? Ouais, ça roule. Vous avez 21 ans et c'est votre première télé. Votre album sort le... Vous faites pas la gueule tout de suite, attendez une petite émission. Votre premier album sortira le 15 avril prochain. Je vais vous poser une autre question très con. Pourquoi vous avez choisi ce nom Doc Gynéco? Quand Johnny vient, est-ce que tu lui demandes pourquoi il s'appelle Johnny? Âgé de 22 ans, Doc Gynéco donne naissance à son premier album, Première Consultation. Et dès la sortie, c'est pas ouf. Étonnamment, l'album n'est pas un carton à sa sortie. Et c'est logique, déjà, Doc Gynéco c'est un illustre inconnu pour le grand public. Mais en plus, Virgin fait une petite erreur stratégique, ils font choix de sortir comme premier single le titre « Viens voir le docteur », qui est un très bon titre mais pas le plus évident pour rentrer dans l'univers de l'album. Le public est moyennement réceptif. Mais le pire arrivera ensuite. Il se mange plusieurs petits bad buzz déjà pour l'utilisation du mot youpin sur le titre Dans ma rue qui lui vaudra une plainte de la LICRA, mais aussi Vanessa Paradis qui exprimera sa demi-appréciation du titre Vanessa, et le premier clip de l'album, Nirvana, ne sera pas diffusé par M6 parce qu'ils jugent le thème du suicide pas vraiment approprié à un tube. Et quelque part ils ont pas tort, je veux dire, c'est comme si tu faisais un hit avec un sujet comme le cancer, ce serait impensable en vrai. Bref, le démarrage est un peu difficile, mais le titre qui sauvera le navire, c'est Né ici, morceau dans lequel Doc Gynéco compare sa double culture guadeloupéenne et métropolitaine.
pas, il fait chaud, on boit l'eau du coco. Sous les cocotiers, les filles sont dorées. Et là, le titre explose tout en radio. Il fait décoller les ventes de manière monumentale, porté aussi par des titres comme Passement de Jambes, et tous les titres un peu boudés au démarrage deviennent eux aussi des gros hits. Radio Nova, Skyrock et les grosses radios passeront près de 11 titres sur 15 que contient l'album, ce qui là aussi est du jamais vu sur un album de rap français, jusqu'à même aujourd'hui je crois. Pour vous donner une comparaison, même une machine à hits comme Nino, s'il arrive à faire 3 gros hits sur son album, c'est déjà pas mal. Là c'est littéralement 80% de l'album qui sont des hits. Pour la première fois dans le rap français, on entendait autre chose que des revendications sociales, du rap sérieux ou juste de la technique. Pour la première fois, rapper son individualisme était devenu une évidence. Pas de message, pas de morale, juste le constat personnel de la vie d'un gosse parisien de 22 ans qui kiffe le foot, les meufs, et malgré tous ses défauts, qui kiffe aussi son quartier et les gens qui y habitent. À la manière de Perdu d'avance d'Orelsan des années plus tard, Doc décrit avec une forme de nonchalance candide une partie de sa vie qui aura un écho sur beaucoup de personnes. Et la vraie force de cet album, plus encore que sa qualité musicale incroyable, c'est surtout que l'album a plus de 25 ans maintenant et il a pas pris une seule ride, tant sur la direction artistique que sur les thématiques abordées. Même le titre, Classez-moi dans la variette, a l'air d'une véritable prophétie. Dans ce titre, Doc Gynéco assume complètement son côté hybride, rejette le hip-hop et accepte qu'on classe dans la variette. Tout ça parce que ça chantonne dedans. Bref, c'est clairement du rap de nihiliste. Le nihilisme, c'est une idéologie philosophique qui consiste à ne croire en rien. Pas au sens athéiste du terme, mais dans le sens où il n'y aurait aucune valeur morale qui existerait ou qui prédominerait. Doc Gynéco ne croit en rien spirituellement. Du quartier pris dans la fonce des... Plus rien ne m'étonne, plus rien ne me fait bander. Il passe sa vie dans les petits plaisirs éphémères, fumer des maxi Knaf, choper des meufs, que ce soit des gamines à peine majeures dans Viens voir le docteur, ou des femmes mariées dans Celui qui vient chez toi. Voix de dictateur la fait toujours flipper, mais chez toi c'est la bonne humeur, tout est ok. Je laisse des indices, mais tu ne les trouves pas. Je dévalise ta cuisine et je fume dans tes draps. Et ce nihilisme est cristallisé dans le titre Nirvana, dans lequel le vide intersidéral de sa vie lui donne envie de mettre fin à ses jours, juste pour voir comment c'est de l'autre côté. Je veux atteindre le Nirvana, comme Bérégo voit clic clic boum. Gynéco ne parle que de lui dans cet album, et pourtant il a réussi à toucher du monde. Et quand je dis du monde, c'est vraiment beaucoup de monde. Pour vous donner une idée, on comptabilise 2 ans après la sortie de l'album, pas moins de 750 000 ventes. Lui qui était le sidekick d'un groupe de rap presque underground, devient le plus gros vendeur de disques de l'histoire du rap français. L'album était suffisamment musical pour plaire au grand public, comme aux passionnés de rap, et c'était pile la dose d'insolence que les auditeurs français aimaient, un peu à la manière d'un Serge Gainsbourg. Mais comme on dit, le plus dur c'est pas d'être champion, c'est de le rester. Et la chute est pour le moins fatale. Il y a tous ceux qui réussissent, qui ont la chance d'être animateurs radio ou autour ou etc. dans peu importe le domaine. Méfiez-vous du succès, continuez à travailler, il faut pas s'endormir sur ses lauriers parce que après il faut redoubler de prudence et tout ça. Moi je suis passé par là, succès, échec et re-succès. Vous l'avez compris, Première Consultation est le plus gros carton de l'histoire du rap à ce moment-là. Il faudra attendre l'école du micro d'argent 1 an et demi plus tard pour avoir un album de cette ampleur. D'ailleurs aujourd'hui encore, Première Consultation est le 5e album de rap français le plus vendu de tous les temps, juste derrière Mano, IAM, Gims et PNL. Bref, très vite, Doc Gynéco devient une grosse tête de la musique. Il est invité absolument de partout, il remplit des concerts à n'en plus finir. Le succès est fulgurant, il enchaînera 2 ans après une compilation de rap, Liaison Dangereuse, mais Virgin n'était pas très chaud et ne le suivra pas sur ce projet. Pourtant c'est une excellente compilation, on y retrouve tous les gars du secteur A et plein d'autres rappeurs pas connus à l'époque qu'il mettra en avant. D'ailleurs, mention spéciale, le titre L'homme qui ne valait pas 10 centimes sur la compile et qui est un diss track, un clash ultra virulent contre le label Virgin que Doc n'hésite pas à nommer clairement, titre que Nekfeu reprendra longtemps plus tard. D'ailleurs, en parlant de reprise, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur mon flop 10 du 2021, certains m'ont peut-être trouvé un peu virulent avec Black M. Et c'est le moment de vous avouer pourquoi. En fait, c'est à cause de... Je suis désolé, j'ai encore du mal à en parler. Alors voilà, en fait, il a fait une reprise du titre Dans ma rue en 2017 qui est catastrophique. Je suis obligé de suivre un traitement depuis, c'est horrible. Ma rue est bourrée de vices, à chacun ses délices, à chacun sa 8-6. Dans ma rue, les lascars se serrent la main. Ce n'est pas comme dans le showbiz où les mecs se font la bise. Dans ma rue, les Chinois s'entraident et se tiennent.
C'est nul. Bref, ensuite, qu'est-ce qui se passe après l'immense succès de Première Consultation et le succès critique de Liaison Dangereuse? Eh ben, c'est un peu la dégringolade au niveau des ventes. Il sort Quality Street, un album beaucoup plus mature qui sera un semi-flop, car malgré les ventes correctes, ça reste quand même assez loin du succès de Première Consultation. Puis un an plus tard, l'album Solitaire qui sera là un flop complet. L'industrie de la musique est à ce moment-là dans une crise financière que viendra relever quelques années plus tard le streaming. Mais c'est une période assez difficile pour la musique. Doc Gynéco est dégagé du label faute de rentabilité. Virgin décide de rompre son contrat et dans un dernier élan, il sortira sous un nouveau label 2 albums, Un homme nature ainsi que Doc Gynéco enregistre au quartier que malheureusement personne ne calculera. Petit à petit, le public se désintéresse de la musique de Doc Gynéco. Il devient l'ombre de lui-même. Il fume, il est lent, il parle doucement, il a des réponses farfelues, il devient une caricature vivante, il aura même le droit à sa marionnette dans les Guignols. On l'invite sur les plateaux télé, il est moqué un peu comme les médias ont pu le faire pendant longtemps avec Jean-Claude Van Damme. Du coup, étant donné que musicalement ça marche plus trop, il se rattache à ça et c'est de pire en pire, on le voit faire un épisode de l'adaptation française de Next qui est un véritable condensé de malaise, mais aussi dans un tas de télé-réalités de très mauvaise facture. Et le pire arrive à la radio, chez WeFM, quand il perd son sang-froid face à un intervieweur un peu condescendant. Moi je le défends ce mec-là, il est avec moi, c'est pas quelqu'un de mauvais. Oui, ne commence pas à parler, à dire des choses que tu pourras pas assumer. On va te plier en deux, on va te faire manger tes lunettes, je vais te bouffer le je vais te lécher la Fais attention. Respecte ce mec-là, c'est un adulte, il a 50 ans. Je lui ai parlé avec gamin. Respect. Arrête Non, tu l'as mal parlé avec ton ton couillon. Tu prends pour qui? Là, sa réputation en prend vraiment un coup. Pour le doc, c'est une véritable descente aux enfers. Mais ce qui enfoncera le clou, c'est pendant les élections présidentielles de 2007, durant lesquelles, à la surprise générale, il apportera son soutien à Nicolas Sarkozy. Soutien qui lui vaudra un bad buzz colossal, mais aussi une exécution en place publique, et je dis bien en place publique, de la part de Mustapha El Atrassi en plein prime chez Laurent Ruquier. Non mais faut pas que t'oublies que c'est les banlieusards, pour la plupart, qui ont acheté tes albums à l'époque, à l'époque où t'en vendais encore. C'est juste ça qu'il faut pas oublier, faut pas les traiter comme ça. Et c'est vrai que moi ce qui m'a gêné, c'est que tu dis par exemple que Nicolas Sarkozy a le droit de traiter les jeunes de racaille. T'es un mec de banlieue? Pardon? Est-ce que t'es un mec de banlieue? Mais toi t'as parlé de la banlieue, t'es dans le 18e. Ça sent que t'es pas de la banlieue. T'es un clown, avec un nez rouge. Excuse-moi 30 secondes. Ça se voit, ça se sent. T'es un comique, tu racontes des bêtises. C'est parce que je suis pas de la... C'est parce que je suis pas de la banlieue qu'il faut pas que ça me gêne, que tu traites les banlieusards. Et plus tard, Thomas Njijol repassera une couche sur Canal+. Non Bruno, je te fais quand même des bisous, au nom de tous les clowns de banlieue, comme tu nous appelles si bien. On te souhaite une longue vie dans ta vie de mec de droite. Et puis bon, franchement, je pense que c'est à toi d'aller voir le docteur en ce moment. Allez, bisous Bruno, ciao. Pour le doc, ça va tellement loin qu'à Genève, il est obligé d'interrompre un concert et de partir, la foule huant et scandant Sarko, facho, gynéco, collabo, ou encore gynéco, sale clown. Sarko, il est pas là ce soir, malheureusement. Là, c'est la fin. Musicalement, déjà, ça marchait plus. Et la seule chose qui pouvait encore le faire vivre et exister, c'était les plateaux télé et autres apparitions médiatiques. Et même ça, il pourra plus compter là-dessus. Son capital sympathie était devenu négatif suite à son soutien à Nicolas Sarkozy. Il disparaîtra alors de la sphère médiatique pendant un moment, sans projet, sans revenu, à tel point que sa seule solution pour remplir le frigo, ça a été de travailler dans le bureau de tabac d'un ami, à lui, sur Paris, durant quelques mois. En très peu de temps, le doc est passé d'illustre inconnu à plus gros vendeur du rap français, puis personnage médiatique pour finalement devoir pointer au Pôle emploi. Certains se moqueront injustement de cette chute, même Caris y fera référence sur l'album Hors Noir. Du CFA au CLA, du Néco, on sait faire ça. Tout est possible ici-bas, Doc Gynéco, RSA. Bon, finalement, le temps passe, il revient en tant que chroniqueur chez Hanouna pendant une saison, regagne progressivement le cœur des Français, annonce une réédition de Première Consultation pour égaler les fans de la première heure, et fera une tournée, donc ça finit pas trop mal pour lui. Au final, ce qu'il faut vraiment retenir de Doc Gynéco, c'est Première Consultation et pas ses choix un peu maladroits suite à l'album. Première Consultation, c'est ce genre d'album qui réunit tous les éléments pour créer quelque chose de marquant pour l'auditeur. Et s'il avait tout pour réussir avant Première Consultation, il avait aussi tout pour chuter ensuite. Des choix stratégiques douteux, une mauvaise entente avec sa maison de disques, une crise financière dans l'industrie musicale, un soutien politique
plus que maladroit, Doc Gynéco était victime de sa première consultation. Débarqué de nulle part, et pondre un classique incontestable demande des reins solides pour se maintenir ensuite. À 22 ans, Bruno découvre l'argent, la célébrité, les femmes, la drogue, tout ce qui peut pourrir un gosse à peine âgé d'un quart de siècle, et qui doit se construire là-dessus. Personne n'a essayé de le prendre comme il était, soit la maison de disques voulait le brider, soit les médias ont voulu en faire une caricature, et à la fin, quand il n'était plus bankable musicalement, ni apprécié par les gens, il s'est fait jeter comme la dernière des merdes. Et c'est limite agaçant à quel point on a essayé de le faire passer pour le débile de service, alors que, tout comme Jean-Claude Van Damme, derrière le personnage tout droit sorti de How High, il y a un mec réellement intelligent, certes parfois maladroit, mais intéressant, bref, un être humain quoi, et beaucoup ont entendu de lui que ce qu'il voulait entendre. Première consultation, c'est bien plus qu'un très bon album, c'est une porte ouverte vers le succès, pour se faire ensuite broyer par le système, parce qu'il est indéniable que la gestion de carrière du Doc a servi d'exemple à beaucoup de monde dans le rap, parce que personne n'était monté aussi haut et descendu aussi bas, parce que le Doc était touché par la grâce en créant cet album, mais aussi et surtout parce qu'au fond, on est toujours au moins un peu malade quand on prend rendez-vous chez le docteur. Voilà l'équipe, cet épisode est maintenant terminé. Je retiens votre attention juste 30 secondes pour 2-3 trucs. Déjà, jusqu'ici, vous pouviez me suivre sur Instagram et Twitter, mais en plus, et vous avez été beaucoup à me le demander, je vous ai fait une playlist rap en mieux. Avec ce que j'écoute en ce moment, j'ai mis énormément de découvertes. Je la mettrai à jour toutes les 2 semaines, donc n'hésitez pas à liker la playlist. Évidemment, mes frérots, sur Deezer et Apple Music, je vous ai pas oublié. Deuxième chose, vous l'aurez remarqué, il y a une nouvelle charte graphique sur la chaîne, avec un nouveau logo, une nouvelle bannière, parce que oui, croyez-le ou non, j'ai jamais eu de bannière. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais surtout un grand merci à Omar Bakir, qui est un graphiste hyper talentueux et surtout hyper professionnel dans son travail, qui a bossé dessus. C'était un plaisir de travailler avec lui, donc force à lui. Quant à nous, on se revoit la semaine prochaine, je reviens avec un bon rythme. D'ici là, prenez soin de vous la mif. Ciao.